Il est 32, nous y allons. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire d'Asmae. Merci d'avoir répondu présent. On va vous présenter aujourd'hui les enjeux de ce webinaire et puis vous dire un peu de quoi on va parler. Il s'agit aujourd'hui de pousser un cri, vraiment, comme celui de Sœur Emmanuelle, pour remobiliser sur le sort des enfants. Pendant ce webinaire, on va illustrer l'impact concret d'Asmae sur le terrain, puis on vous présentera la vision stratégique et les ambitions à moyen terme d'ici 2030. Et puis, enfin, on vous expliquera comment sont utilisés les dons, parce que c'est toujours important de le rappeler. Avec nous pour évoquer le sujet, Adrien Salès, notre directeur général d'Asmae, qui présentera aux donateurs l'ambition pour 2030. Jeanne-Véronique Leguélec, qui est la référente technique éducation et protection de l'enfance, qui nous rappellera l'importance de la protection des enfants. Et enfin, Pierre Villon, qui est le directeur de la communication et de la collecte, qui nous rappellera quels sont tous les modes de soutien. Bonjour à vous trois. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia, et merci à toi d'animer ce webinaire. Et honneur aux dames, on va commencer avec Jeanne-Véronique. Jeanne-Véronique, vous allez nous présenter quelques cas concrets et on va s'attarder avec vous ce matin sur 3 pays qui sont les Philippines, l'Égypte et le Burkina Faso. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous nos donateurs présents ce matin. C'est un plaisir de prendre la parole pour vous parler de l'importance de la protection de l'enfant chez Asmae. Alors, tout part de besoins réels que les enfants et les jeunes que nous accompagnons dans les pays d'intervention rencontrent. Et Asmae veut être partie de la solution pour répondre aux besoins de protection des enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'exemple concret d'un projet, le programme PIS, que nous mettons en œuvre donc dans 4 pays d'intervention d'Asmae, donc le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, les Philippines et l'Égypte. Donc il s'agit d'un projet où on travaille à la fois sur le renforcement des capacités des enfants et de leur famille, de leur communauté, pour qu'il y ait une meilleure connaissance de leurs droits et qu'ils et elles soient en meilleure capacité de revendiquer le respect de ces droits-là. On travaille aussi dans ce programme sur le plaidoyer pour que le renforcement de capacités des enfants et de leur communauté rencontre un terrain fertile au niveau des pouvoirs publics qui auront davantage compris les enjeux autour de la protection des enfants et se mettront davantage en capacité d'apporter leur pierre aussi à cet édifice-là. Donc, si on prend par exemple le cas du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, dans ce pays, on travaille beaucoup avec les parents. On va animer des ateliers de prévention pour réduire les risques de protection en traitant des thématiques comme le mariage précoce, l'importance de l'éducation, les mutilations génitales féminines, voilà, pour renforcer davantage les mécanismes de protection des enfants au niveau familial et communautaire. Aux Philippines, on va mettre l'accent sur une communauté indigène, les Samabajao, qui sont un peuple assez marginalisé, souvent victimes d'apatridie, victimes de beaucoup de pauvreté aussi et de précarité, victimes d'exclusion du fait d'être un peuple indigène et qui rencontrent vraiment d'énormes difficultés à accéder à leurs droits, le droit à l'éducation, le droit aux services sociaux de base. Et donc, nous travaillons, les équipes Asmae accompagnent ces communautés pour renforcer leur connaissance de leurs droits en tant que peuple indigène, en tant que citoyen de la République des Philippines. Et d'un autre côté, on va vraiment travailler dans le plaidoyer auprès des autorités nationales pour une meilleure prise en compte dans les politiques publiques des droits de ces peuples indigènes, pour faciliter leur accès au droit à l'éducation, par exemple, pour les enfants, faciliter l'accès pour toutes les familles aux services sociaux de base. Et pour le cas de l'Égypte, on revient se recentrer sur l'enfant avec des activités très ludiques, participatives et éducatives pour que les enfants puissent exprimer leur quotidien, leur réalité à travers le dessin, par exemple, pour que, au-delà de la parole, les enfants puissent matérialiser concrètement quelles sont les situations qu'ils vivent aujourd'hui et quels sont leurs rêves pour accéder davantage à une meilleure protection de leurs droits. Ça va prendre parfois aussi la forme d'ateliers artistiques autour du théâtre, du bricolage, voilà, pour renforcer à nouveau les capacités des enfants
une meilleure connaissance de leurs droits et une meilleure capacité de s'auto-protéger. Donc, on a par exemple ici le témoignage d'une petite aux Philippines qui explique comment est-ce que ces ateliers lui ont permis d'être plus consciente, davantage consciente de ses droits, de ses besoins et d'être davantage en capacité de reconnaître les situations dans lesquelles elle se trouve en danger. Voilà. Et les moyens aussi, voilà, de simplement communiquer, signaler sur les situations à risque pour elle. Donc, il y a vraiment des activités concrètes qui sont mises en œuvre pour que les enfants puissent accéder à une véritable compréhension des enjeux de protection et de sauvegarde. C'est bien ça, Jeanne-Véronique? C'est ça, tout à fait. Donc, c'est vraiment à l'échelle de l'enfant, à l'échelle des familles et à l'échelle de la communauté, plus loin avec le plaidoyer au niveau des pouvoirs publics pour que voilà, tout ça rentre vraiment en cohérence et qu'on crée un maillon, une chaîne où chaque maillon sait à peu près qu'est-ce qu'il a à faire et comment est-ce qu'il peut s'investir pour une meilleure protection des enfants. Et justement, quel est le lien entre les politiques d'Asmae et les actions sur le terrain? Alors, Asmae a deux grandes politiques de protection et de sauvegarde des enfants. Donc déjà, pour rappeler, toutes ces actions que nous avons menées sur le terrain ont permis en 2024, entre le 1er janvier 2022 et cette fin d'année 2025 qui approche, de toucher 18 000 enfants. Voilà, 8 000 personnes formées sur la parentalité positive et 472 membres quand même au niveau des services publics qui ont été touchés par les actions et les messages de plaidoyer qui ont été portés par nos équipes sur le terrain. Donc, pour faire le lien donc, entre toutes ces actions sur le terrain et les politiques d'Asmae, donc on en a deux principales, je disais, une politique de protection et de sauvegarde des enfants, une politique de prévention et de protection contre le harcèlement, l'exploitation et les abus. Toutes les personnes qui travaillent ou qui collaborent avec Asmae ont l'obligation de passer par une case formation. On va former vraiment tout le monde pour que chacun de nous soit au courant du contenu des politiques et des moyens de contribuer à leur mise en œuvre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'était parfaitement clair. Je crois qu'on a eu une bonne vision d'ensemble. Merci beaucoup, Jeanne-Véronique. On va retrouver à présent Adrien Salaise, le directeur général d'Asmae. Et on va commencer avec vous, Adrien, par un état des lieux dans le contexte actuel. 2025, c'est une année particulière. Et déjà, expliquez-nous pourquoi. Alors effectivement, 2025, c'est une année importante. Avant de vous dire pourquoi, je voudrais juste remercier ma collègue Jeanne-Véronique qui vient de présenter les questions de protection qui sont fondamentales et qui contribuent à ce que non seulement on agisse, mais que notre action ne puisse pas nuire aux enfants qui sont ciblés. Voilà, c'est un très gros travail qui permet de rendre chaque projet, on va dire, bienveillant et favorable au développement des enfants. Alors Olivia, pour répondre à votre question, l'année 2025, elle est importante parce que, d'une part, on a évalué notre précédent plan stratégique qui a eu lieu sur la période 2022-2025 et que d'autre part, c'est l'année pendant laquelle on se projette à l'horizon 2030 pour définir nos priorités et notre stratégie. On sait que pour nos donateurs et pour nos donatrices, c'est pas toujours une priorité de se dire est-ce qu'Asmae a une stratégie? Est-ce que vous avez une vision à 10 ans? Est-ce que vous avez une stratégie à 5 ans? Ce qui est important pour nous en tant que donateurs et donatrices, c'est que vous ayez des bonnes actions au quotidien sur le terrain. Je le dis parce que c'est des échanges que j'ai pu avoir avec certains donateurs et donatrices. Et pourtant, c'est important de travailler sur une stratégie. Bah oui, c'est ça, parce que pour vous, ça paraît évident, mais pour nous, c'est parfois un peu difficile de savoir parce que on n'est pas, on n'est pas au cœur de l'association. Pourquoi est-ce que les associations, elles ont besoin, elles doivent mettre en place des stratégies pour avancer, pour faire évoluer leur programme? Alors, souvent, quand on parle de stratégie, les personnes pensent entreprise, en disant, mais vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes une organisation non gouvernementale de solidarité internationale. C'est vrai. Et pour autant, comme d'autres entreprises à but non lucratif ou lucratif, c'est important pour nous de pouvoir définir des grandes orientations qui se font à partir de questions plutôt simples, mais qu'il faut traiter. Est-ce qu'on veut se développer? Est-ce que donc on veut
que notre action bénéficie à plus d'enfants? Est-ce qu'on veut garder notre taille actuelle ou est-ce qu'on veut plutôt grossir? Est-ce qu'on veut travailler dans des nouveaux pays? Est-ce qu'on veut travailler auprès de nouveaux bénéficiaires, nouveaux types de bénéficiaires ou sur des nouvelles thématiques? Voilà, quelles sont nos priorités pour l'avenir? C'est important de pouvoir matérialiser la réponse à ces questions-là, parce que d'une part, ça nous permet d'avoir un cap en interne pour nos équipes qui est clair, mais aussi pour nos donateurs, nos donatrices, nos partenaires financiers publics et privés. Ça permet d'expliquer là où on va fixer nos priorités et d'expliquer comment les financements, d'une certaine manière, qu'on va obtenir vont être utilisés sur le terrain. Ça nous permet aussi de planifier et d'anticiper un certain nombre d'actions. Par exemple, on a connu ces dernières années des situations de crise et d'urgence au Burkina Faso, au Liban avec la guerre. Il y a eu des problèmes d'alimentation dans certains pays, notamment à Madagascar, des incidents type incendie qui ont affecté nos bénéficiaires. Et c'est parce qu'on avait prévu dans notre stratégie d'avoir un fonds d'urgence qu'on a pu être très réactif et en quelques jours euh, répondre à des situations d'urgence sur le terrain. Mais ça, on a pu le faire parce qu'on l'avait préparé, on l'avait anticipé, voilà, dans un plan stratégique. Et quels ont été les résultats? Parce que effectivement, quand on a une stratégie, il y a des résultats. Quels ont été les résultats de la stratégie des 3 dernières années, entre 2022 et 2025, où effectivement, il y a eu beaucoup d'événements et vous avez dû vous adapter et répondre à des besoins différents? Alors, vous allez voir, je vais vous donner quelques indicateurs clés sur les résultats et peut-être juste avant vous dire ce qu'il y avait, c'est la slide qui s'affiche actuellement dans notre stratégie 2022-2025. Nos grandes priorités, c'était d'une part renforcer encore la qualité de notre action, c'est-à-dire la nature même des actions qu'on réalise auprès des enfants, auprès des jeunes et avec nos partenaires sur le terrain. C'est une marque de fabrique d'Asmae de se dire on ne cherche pas en priorité la quantité, mais la qualité des actions qui sont réalisées. Deuxième objectif, c'était quand même de développer l'impact de notre action et de se développer. Et vous allez voir sur la slide suivante que on a réussi sur ce point-là. Le troisième axe stratégique, c'était développer notre capacité d'influence. Pourquoi c'est important d'avoir de l'influence? Parce que ça nous permet de faire évoluer les politiques publiques, d'une part, l'effectivité de leur mise en œuvre, les politiques publiques pour les droits des enfants, d'autre part, mais aussi d'aller convaincre des financeurs, publics et privés, d'investir sur des questions d'éducation et de protection des enfants. Et enfin, influence auprès du grand public pour sensibiliser sur la cause des enfants. Le quatrième point, c'est plutôt un point d'organisation. On s'attache à ce que Asmae reste une organisation, ce qu'on appelle efficiente, c'est-à-dire qu'on est une organisation interne où on n'a pas une débauche de moyens sur notre organisation et l'essentiel de nos financements vont sur le terrain pour les actions. Alors, on peut passer à la slide suivante, si vous voulez, peut-être pour commenter quelques résultats de ce qu'on a pu faire entre 2021 et 2025. Alors, je vous disais qu'il y a un très gros travail qui a été réalisé et qui est illustré par la première ligne qui est le nombre de bénéficiaires. C'est notre priorité, que notre action bénéficie à des enfants et des jeunes. Et on est passé de 32 000 à 60 000 bénéficiaires entre 2021 et 2025. C'est x2 quand même, donc x2. bravo. C'est x2. On peut le regarder de deux manières. On peut se dire c'est bien, c'est une croissance, mais le sujet, c'est pas de se développer pour se développer, c'est de pouvoir répondre à un besoin plus important d'enfants et de jeunes. La deuxième ligne, c'est les pays d'intervention. Ça aussi, c'est un marqueur du dynamisme des équipes de notre activité. En 2026, on travaillait dans 6 pays. Aujourd'hui, en 2025, on travaille dans 10 pays. Là aussi, c'est une croissance qui est importante, mais qui est maîtrisée. Je dirais que on est proactif pour se développer, mais on ne cherche pas à se développer tout azimut. Et notamment, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une cohérence régionale. On a fait le choix de ne pas
démarrer des actions, par exemple en Amérique du Sud, où on a aujourd'hui peu d'expérience, peu de partenaires et peu d'expertise. Le troisième critère, c'est les pays d'intervention dans lesquels nous n'avons pas d'équipe sur place. C'est important parce que ça montre l'agilité d'Asmae et sa capacité à intervenir auprès des enfants et des jeunes, y compris si on n'a pas de personnel local dans le pays. C'était une de nos intentions de tester cette manière de travailler et on est passé de 0 à 3 pays. Ensuite, les projets, le nombre de projets, là aussi, ça matérialise le volume d'action qu'on met en œuvre auprès des enfants, qui est passé de 21 à 28. Des programmes multi-pays. Alors pour nos donateurs, donatrices, c'est peut-être un peu technique, mais l'idée, c'est d'avoir des projets qui n'ont pas eu uniquement une cohérence pays par pays, mais qu'on puisse déployer des projets qui ont les mêmes objectifs dans différents pays. C'est ce qu'évoquait Jeanne-Véronique tout à l'heure avec le programme PIS, avec des objectifs communs. Voilà, ça c'est important. Plus de partenariats avec des organisations locales, de 34 à 45, là il y a une croissance importante. Et puis les consortiums, c'est un terme dont vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas uniquement Asmae avec des organisations locales mener des projets, mais on va s'associer avec d'autres ONG pour être plus fort, travailler dans plus de pays, sur plus de territoires avec d'autres ONG françaises pour avoir plus d'impact dans nos pays d'intervention. Donc tout ça, il faut plus d'équipes, de personnes pour mettre en œuvre ces projets. Et là, on voit que on a une augmentation de nos effectifs qui est liée au fait qu'on obtient des subventions, des financements pour mettre en œuvre des projets. On va dire que nos frais de structure, eux, ils restent tout à fait stables et maîtrisés. Et pourtant, Voilà. ce qu'on doit dire quand même, Adrien, c'est que le secteur des ONG, il est vraiment confronté à un contexte qui est très difficile. Vous Oui. avez eu ce développement, on voit avec des résultats, un nombre de bénéficiaires qui a considérablement augmenté, mais le défi, il était d'autant plus grand parce que voilà, on est un peu dans un contexte de vent contraire, on ne va pas se mentir. On est dans un contexte de vent contraire et peut-être dernier mot sur la slide qui s'affiche, c'est que cette croissance, ce développement d'activité, le fait d'intervenir auprès de plus d'enfants et de jeunes, on le doit à toutes les personnes qui nous soutiennent, à nos donateurs, à nos donatrices. Et donc, comme vous êtes présents là, sans vous, ce développement ne serait pas possible. Voilà. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante pour expliquer en 2025 quels sont ces vents contraires auxquels on fait face. D'abord, on a des vents contraires sur les financements, les associations, les financements publics plus particulièrement. On l'a vu après l'élection de Donald Trump, le démantèlement de l'organisation de coopération américaine. Donc ce sont des milliards de dollars qui étaient apportés à des ONG pour intervenir sur des questions humanitaires qui ont été coupés. Il y a des impacts pour les ONG françaises. Mais ces financements, on constate aussi une baisse dans les politiques publiques de la France. Il y a eu des baisses importantes en 2025. Et le projet de loi de finances qui est en ce moment en discussion au Parlement annonce à nouveau des baisses très importantes pour les ONG sur les actions de solidarité internationale. Donc, dans ce contexte-là, l'appui des donateurs, des donatrices, des particuliers, mais aussi des entreprises est particulièrement important. Deuxième vent contraire, c'est plus, je dirais, au niveau des idées, que l'idée même de la solidarité internationale, elle est attaquée et elle est critiquée par un certain nombre de leaders politiques qui, dans une logique de repli sur soi, on va se disent loin des yeux, loin du cœur, les enfants qui n'ont pas accès à la protection des enfants, à l'éducation, mais à des milliers de kilomètres, ça ne nous concerne pas. Et est-ce que la solidarité internationale, c'est finalement utile? Est-ce que ça donne des résultats? Voilà, il y a un certain nombre de sur l'idée même de la solidarité internationale. Je voudrais juste rappeler qu'une prix Nobel d'économie française, Esther Duflo, euh, qui est la personne peut-être la plus compétente sur ce sujet,
mène en ce moment un plaidoyer favorable sur la solidarité internationale. Voilà. Ensuite, il y a d'autres sujets, on ne va pas rentrer dans les détails. La mobilité des ONG. Ah, est-ce que c'est toujours bien de prendre l'avion pour aller mener des actions à l'international? Est-ce que les ONG françaises sont toujours les bienvenues dans tous les pays dans lesquels elles travaillent? Ça fait aussi partie des questions qui sont posées aux ONG. Et puis, on le voit, le droit humanitaire est aussi attaqué. On le voit dans certains contextes, notamment de guerre, en Ukraine, à Gaza, où les principes du droit humanitaire ne sont pas respectés, à savoir la protection des travailleurs humanitaires, l'accès aux populations. Et donc ça, c'est des sujets sur lesquels il faut continuer à se battre. Voilà. Si je reviens juste sur Asmae, on travaille sur des terrains fragiles, dans des pays fragiles, le Liban, avec une guerre. Il y a encore eu, il y a quelques semaines, des attaques armées. Ça plonge les équipes, nos partenaires et nos actions dans une situation d'insécurité, d'instabilité qui est importante. Le Burkina Faso, qui est un pays politiquement et au niveau sécuritaire sur lequel il faut mettre de l'attention pour ne pas abandonner les enfants qui fuient notamment les groupes armés dans ce pays, c'est important. La Côte d'Ivoire, dans laquelle en ce moment on est dans un contexte d'élection présidentielle et qui est aussi un point d'attention pour nous. Et Madagascar, vous avez vu, il y a des manifestations. Alors ça crée de l'instabilité, mais c'est aussi encourageant de voir que la jeunesse dans ces pays-là se mobilise pour voir arriver des pouvoirs publics plus, on va dire, plus vertueux. Voilà, vous finissez sur une note d'espoir et justement, on va continuer sur cette lancée. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Adrien? Quelle est l'ambition pour 2030, pour même peut-être 2035? Quelles sont les grandes orientations pour l'avenir? Alors, nous, ce qu'on souhaite faire, et là, c'est important de dire qu'il s'agit d'une ambition pour 2030, dans 2035, c'est continuer à développer notre action. Bien sûr, je disais, il y a des vents contraires, mais on est l'association de Sœur Emmanuel, on ne va pas baisser les bras, et notre intention, parce que les besoins des enfants augmentent dans les pays, c'est que notre contribution à protéger et à apporter une éducation à ces enfants, eh ben, elle augmente elle aussi. Ça, c'est la première chose. On veut développer notre action. Ensuite, il y a quelques sujets qu'on veut généraliser. Le DIP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le DIP? C'est un système d'intervention et de dépistage précoce des enfants qui sont dans les situations les plus fragiles. C'est un système qu'on a mis en place, notamment au Burkina Faso, qu'on a déployé en Côte d'Ivoire et qu'on voudrait généraliser à l'ensemble des pays et qui nous permet de toucher un large nombre d'enfants au travers d'interventions dans les communautés, dans les villages, dans les villes, et d'identifier dans ce nombre important d'enfants quels sont ceux qui ont le plus besoin d'être protégés par des mécanismes comme ceux dont parlait Véronique tout à l'heure. Voilà. Pour nous, c'est essentiel de se dire, notre aide, elle doit vraiment être fléchée vers les plus vulnérables. Ensuite, dans les choses qu'on veut travailler dans les prochaines années, c'est valoriser la voix et la participation des enfants et des jeunes. Donc, ça veut dire associer les enfants et les jeunes, aussi leur donner la parole dans l'évaluation de nos projets, dans la conception de nos programmes. Donc là, on va plutôt parler des jeunes que des enfants, mais aussi être capable de relayer la parole de ces enfants et des jeunes, à la fois dans notre communication externe, mais aussi auprès des pouvoirs publics. C'est important. On est souvent entre les jeunes et les pouvoirs publics en tant qu'ONG. C'est aussi important qu'on matérialise, qu'on porte la voix des enfants et des jeunes auprès des pouvoirs publics. Renforcer nos partenariats, c'est la marque de fabrique d'Asmae à l'international, de toujours intervenir pour renforcer, appuyer des acteurs locaux, c'est-à-dire des associations locales qui s'occupent de l'éducation, de la protection des enfants très vulnérables. Et là, ce qu'on aimerait, c'est aller vers des partenariats peut-être un peu plus stratégiques. On veut continuer à soutenir des structures à la fois très petites, des structures moyennes, mais aussi des structures avec lesquelles on va pouvoir porter plus d'ambition dans les pays, en déployant des programmes à l'échelle nationale, pourquoi pas internationale, en allant chercher des financements ensemble, mais aussi en allant
rencontrer les pouvoirs publics pour faire en sorte que les droits des enfants soient mieux pris en compte, soient plus effectifs. Donc, cette question des partenariats, elle est très importante. On veut aussi renforcer notre pouvoir d'influence parce que ça fait partie de la vie des ONG de réaliser un travail, je le disais, hein, auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès des financeurs pour dire attention, l'éducation et la protection des enfants, c'est la clé. C'est la clé de voûte de la société. Il faut absolument progresser et continuer à investir sur ces sujets-là. Alors, le travail d'influence, il peut passer par des collaborations scientifiques pour prouver que le travail réalisé auprès des enfants a un impact important. Ça peut être construire un comité d'ambassadeurs et d'ambassadrices pour nous aider à communiquer et à faire connaître l'action d'Asmae auprès de ces enfants les plus vulnérables. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont importants de prendre en compte dans les prochaines années. La question du climat. Comment est-ce qu'on intègre le respect du climat, la protection de la planète, à la fois dans notre organisation, mais aussi dans les actions qu'on mène en œuvre sur le terrain. Et puis, je l'ai dit, il y a une préoccupation importante pour un certain nombre de pays à l'international, mais on voit aussi des inégalités sociales qui se creusent en France et des besoins qui augmentent. Et donc, ça fera partie de nos priorités dans les prochaines années aussi de renforcer et de développer nos actions en France, évidemment. Bien sûr. Merci Adrien, merci beaucoup pour cette vision globale et cette vision sur l'avenir qui nous donne beaucoup d'espoir. Vous restez avec nous hein, pour répondre aux éventuelles questions à la fin de ce webinaire. On va retrouver à présent Pierre Villelongue. Pierre, où êtes-vous? Vous êtes là? Bonjour, oui, je suis bien là. Avec vous, on va se mobiliser ou plutôt se remobiliser puisque tous ceux qui sont présents ici sont déjà mobilisés. Et d'abord, on va rappeler ce que ça signifie de donner pour les enfants. On va rappeler ce que ça signifie de donner pour les enfants. On va aussi rappeler l'importance très très forte de la transparence que l'on vous doit à vous tous et toutes qui êtes rassemblés aujourd'hui dans ce webinaire. Vous tous et toutes qui êtes des donateurs, des donatrices. Asmae vous doit des comptes. C'est exactement pour ça qu'on organise ce webinaire, pour vous expliquer exactement ce que l'on fait de cet argent que vous nous donnez avec confiance et on vous en remercie grandement. La transparence, on la doit aussi aux enfants, aux jeunes que l'on accompagne sur le terrain. C'est un cadeau extraordinaire que tous ces jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes font à Asmae que de confier leur avenir en fait à nos structures. Ça nous oblige et on doit être les meilleurs. Vous avez écouté Jeanne-Véronique tout à l'heure, vous avez écouté à l'instant Adrien, vous avez vu l'ambition qu'Asmae porte pour les jeunes à travers le monde, en France ici, elle est haute. Tout cela, on ne peut le faire grâce à vous qu'avec vous. Il est important on vous témoigne de notre souhait primordial, qui est que chaque euro que vous nous donnez aille bel et bien au service des enfants. C'est essentiel pour nous. C'est un cadeau que nous a fait Sœur Emmanuelle hein, de nous montrer cette voie-là. Et avec vous tous, c'est le projet que l'on souhaite mettre en place. Adrien l'a évoqué encore pour les prochaines années. Et c'est pour ça que le soutien régulier a de nombreux avantages, Pierre. Alors, le soutien régulier est essentiel. Qu'est-ce que c'est? C'est ce fameux prélèvement automatique. Vous pouvez le faire de façon assez simple. Nous avons plusieurs avantages là-dessus. Vous, donateurs, nous, associations, et eux, les enfants. Vous, donateurs, c'est extrêmement simple à mettre en place, c'est extrêmement simple à enlever, à arrêter. Ça vous permet cette souplesse de choisir quand est-ce que vous souhaitez donner et de choisir aussi de le faire de façon pérenne. Ça, c'est pour nous et pour les enfants, ce soutien durable qui nous permet de nous organiser, de nous projeter dans un avenir serein, là où, comme Adrien l'a rappelé, hein, les fonds publics ont une tendance très fâcheuse à baisser, à s'éroder, et qu'en face, le désir d'agir que nous portons tous ne cesse de croître, que les besoins que nous rappellent les enfants sont toujours aussi impérieux. Nous avons besoin, grâce à ce prélèvement automatique, à ce soutien régulier, de pouvoir nous organiser. Et ça, c'est une très grande chance que nous donne le don régulier. Il y a là, pour un don de 20 € par mois, c'est un slogan que Sœur Emmanuelle
aurait signé sans aucun souci, parce que c'est un impact qui est renforcé. Hein. Grâce à la régularité de votre soutien, eh ben, Asmae peut mieux anticiper ses besoins, peut mieux agir plus efficacement sur le terrain. Je vous rappelle, je le rappellerai un peu plus tard encore, hein, que il y a des avantages fiscaux qui sont liés à ces dons. C'est bien sûr quelque chose qui est tout à fait important. Vous verrez un peu plus tard dans la présentation hein, on va vous réexpliquer les avantages fiscaux que vous pourrez avoir en faisant un don chez Asmae. Mais il y a d'autres façons. Alors, voilà, le don régulier, c'est formidable, mais il y a d'autres façons de donner, comme par exemple le leg. Le legs, les libéralités, c'est tout à fait essentiel. Tout d'abord, parce que c'est le moyen de s'inscrire complètement dans l'héritage de Sœur Emmanuel. Peut-être avez-vous noté qu'il y a 8 jours exactement, le 20 octobre, nous avons fait mémoire du décès de Sœur Emmanuel. C'était il y a 8 jours, le 20 octobre, nous célébrions ça tous ensemble. On vous a proposé à vous tous et toutes sur les réseaux sociaux de faire mémoire. Qu'est-ce qui se joue là? Il se joue un esprit que l'on souhaite conserver, un esprit que l'on souhaite transmettre pour le futur. Donateurs, testateurs, enfants accompagnés, nous sommes tous ensemble nous sommes tous ensemble comme nous reconnaissant comme les héritiers de Sœur Emmanuel, les héritiers d'un même combat, celui de la dignité, celui de l'éducation, celui de la justice. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jeanne-Véronique au tout début de ce webinaire. Hein, quand elle nous rappelait, Jeanne-Véronique, cette impérieuse nécessité d'agir pour les enfants au travers du programme PEACE, par exemple. Les besoins sont colossaux, le désir d'agir est énorme. Nous avons besoin d'être dans cette transmission de l'action pour que les jeunes puissent trouver auprès de nous les moyens de sortir de l'embarras dans lequel ils sont aujourd'hui. Donc, ce combat que Sœur Emmanuel, ce n'est pas juste qu'il s'hérite, hein, il se vit. Et c'est ensemble qu'on peut le vivre, notamment en faisant ce qu'on appelle techniquement hein, une libéralité, c'est-à-dire en signant un leg à destination des programmes qui vont soutenir tous ces jeunes à travers le monde. Mais ce n'est pas la seule façon d'aider. On peut aussi choisir de soutenir un pays en particulier pour des raisons qui nous sont propres, parce qu'il nous touche plus, pour des raisons personnelles. Et là, on choisit de parrainer spécifiquement dans un pays. Exactement. Le parrainage pays est un programme qui a plusieurs années aujourd'hui chez Asmae. C'est quelque chose qui est vraiment très proche de notre ADN. Hein. Initialement, pour être très transparent avec vous, on parrainait des enfants. Et puis, on a vu que c'était très complexe à mettre en place d'un point de vue administratif. Et du coup, ça nous obligeait à développer tout un travail administratif de suivi qui nous détournait de l'essentiel, qui est celui de trouver un moyen très simple de collecter de l'argent pour être beaucoup plus efficace sur le terrain. Du coup, nous avons transformé ce parrainage pour les enfants sur un parrainage pour les pays qui est beaucoup plus facile à gérer. Vous avez des liens personnels avec un pays comme Madagascar, comme les Philippines. Vous avez des rêves ou un appétit qui vous est proche par rapport à telle ou telle contrée. Vous pouvez devenir un parrain et tous les mois, ou plusieurs fois par an, ou une seule fois par an, comme vous le souhaitez, faire un don qui sera affecté à l'action sur ce pays-là. Ça permet comme ça, là encore, à Asmae de s'organiser et de répondre à votre souhait à vous, donateur, donatrice, de pouvoir spécifiquement œuvrer pour un pays qui vous est cher. C'est vraiment un programme qui est extrêmement joli, d'autant plus que il n'est pas animé par des salariés, ce sont des bénévoles qui le portent. Ça aussi, ça fait partie de cette recherche qu'Asmae a d'être dans l'efficience, toujours plus, de faire baisser les coûts pour que l'essentiel de l'argent collecté aille sur le terrain. Donc des bénévoles, tous les mois, hein, se réunissent pour envoyer des messages, récolter des informations du terrain, solliciter les paramarraines, leur expliquer ce qui est fait de leurs dons
et pouvoir ainsi augmenter l'impact de nos actions sur le terrain pour les plus jeunes. Donc le parrainage, n'hésitez pas à y songer, c'est très très important. Oui, vous parliez de bénévolat, Pierre, c'est très important parce qu'effectivement, on peut donner de l'argent, et c'est indispensable, mais donner de sa personne, donner de son temps, le bénévolat, ça fait aussi partie du don. Tout à fait, c'est le don de soi. Le don de soi est tout à fait essentiel. Donner de son temps pour appuyer les projets et les activités de l'association, pour nous, c'est primordial. Tout d'abord, ça nous permet de nous raccrocher à l'ADN même de sœur Emmanuel, hein, cette religieuse qui a donné sa vie, cette personne qui est dans le don gratuit, perpétuel, toute sa vie. C'est notre exemple. Le bénévolat chez Asmae est une opportunité à vivre cela. Comment est-ce que concrètement il peut se mettre en place? Nous n'allons pas utiliser ou demander à des bénévoles d'aller sur le terrain. Pourquoi? Les jeunes ont besoin de professionnalisme. Ils ont besoin de trouver en Asmae des acteurs et actrices qui vont leur donner le meilleur de la méthodologie, du développement, de l'éducation. Par contre, nous avons besoin, nous ici au siège, de gens de bonne volonté, qui ont du temps, qui souhaitent partager leur savoir-faire pour nous aider à, par exemple, nous aider sur la comptabilité, nous aider, par exemple, sur le suivi des projets, des programmes, à nous aider, comme le font les bénévoles parrain-parrainage, à communiquer auprès des donateurs pour expliciter leur engagement auprès des plus jeunes. Offrez votre temps, c'est offrir un avenir. Ce slogan, je crois qu'il est primordial aujourd'hui de se le répéter. On est bien là dans la gratuité du don, on est bien là dans la volonté de développer une société qui soit le plus accueillante possible pour les jeunes de tout pays. Merci, Pierre. Alors, on l'a vu, on peut se mobiliser à titre personnel, mais on peut aussi se mobiliser par l'entreprise. Les entreprises peuvent-elles aussi, évidemment, soutenir Asmae? Et complètement. Euh, Beaucoup d'entre vous sont encore en activité professionnelle. Les entreprises aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont très généreuses. Leur participation en termes de mécénat ne cesse de croître année après année, alors même que l'horizon économique est extrêmement sombre. Peut-être d'ailleurs, parce que l'horizon économique est extrêmement sombre, les entreprises continuent de s'engager. Et elles s'engagent avec j'allais dire une belle discrétion, c'est-à-dire qu'elles le font beaucoup plus pour fédérer en interne leurs parties prenantes, leurs salariés, leurs collègues, pour donner du sens à un engagement à l'intérieur de l'entreprise et ce sens qui soit dirigé pour des projets très concrets. Les entreprises qui sont partenaires d'Asmae sont extrêmement impliquées dans l'analyse des projets. On leur donne beaucoup d'informations et ils en demandent et ils ont raison. Ça nous permet vraiment de chercher à être toujours beaucoup plus encore plus efficace dans l'organisation, d'être toujours plus dans le service des plus jeunes et d'être bien meilleur dans la redevabilité, hein, c'est-à-dire expliquer à ces entreprises comment et pourquoi on s'engage pour les plus jeunes. Vous tous et toutes qui êtes salariés, vous tous et toutes qui avez peut-être des enfants ou des petits-enfants qui sont salariés dans des entreprises, peuvent mobiliser leur entreprise. Il y a tout ce qu'on appelle, vous savez, ces nouveaux acronymes hein, autour de l'engagement sociétal, des entreprises, vous pouvez aller voir les directeurs et directrices de vos entreprises et leur proposer un engagement pour l'association de Sœur Emmanuel. Ça marche, ça embarque les gens, ça donne du sens à une vie d'entreprise et c'est très efficace sur le terrain. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, on rappelle en quelques mots que ces dons, évidemment, sont déductibles des impôts. Donc, par exemple, un don de 100 euros, en réalité, c'est 34 euros après déduction fiscale. Voilà, ça incite toujours à participer.
On va prendre quelques questions, si vous le voulez bien, tous les trois. Je vais regarder, je vois notamment une question de Brigitte. Adrien, vous parliez de 3 pays dans lesquels Asmae intervient, mais sans équipe sur place. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels? Oui, alors, il y a l'Inde, d'une part, dans lequel on travaille sans équipe depuis 2019. C'est un test qu'on a mis en place et qui fonctionne plutôt bien pour l'instant. Et donc, on a décidé de l'étendre dans le cadre d'un nouveau programme qu'on réalise dans plusieurs pays, aux Comores et à l'île Maurice. Et je vais juste dire un tout petit mot parce que c'est un très très beau projet qui nous permet de travailler aux Comores et à l'île Maurice, ainsi que à Mayotte et à La Réunion, des territoires. Donc il y a des nouveaux pays dans lesquels on travaille, mais il y a aussi de nouveaux territoires ultramarins dans lesquels on travaille. Ce programme, j'en dis 2 mots. Euh, c'est un programme auprès de jeunes filles, de jeunes femmes. Euh, Spécifiquement, c'est un programme féministe qu'on appelle de la diplomatie féministe, soutenu par l'État. Pour le coup, je vous disais tout à l'heure que c'était compliqué d'aller chercher des financements publics, mais comme on travaille bien, eh ben, on arrive à convaincre les pouvoirs publics d'investir là dans un projet qui va nous permettre de toucher des jeunes filles, des jeunes femmes, pour travailler sur des questions de santé sexuelle et reproductive, notamment développement du pouvoir d'agir de ces jeunes femmes et d'émancipation. Voilà, donc je voulais juste en dire un tout petit mot. Si vous êtes à ce webinaire, vous entendrez parler de ce projet dans notre lettre d'information, digitale ou papier, mais il nous permet d'intervenir sur de nouveaux territoires. Merci beaucoup, Adrien. Une autre question, parce que ça donnait envie de se mobiliser, ce que vous nous avez dit, Pierre. Carole qui nous demande si on peut être bénévole à distance, parce qu'on n'est pas toujours proche de Montreuil. Je suppose que vous venez de partout en France, vous qui êtes parmi nous. Est-ce qu'on peut aider en télétravail, aide au Oui. secrétariat, communication, administratif? Voilà, Carole se propose. Écoutez, alors, Carole, merci beaucoup. Et la réponse est oui. Et c'est très précieux, ce genre d'aide. Je vous donne 2 exemples pour illustrer, hein. Nous avons par exemple une bénévole qui nous aide beaucoup sur les parrainages. Elle habite dans le sud de la France. Et elle, son engagement, c'est de recueillir des informations des projets du pays pour lequel elle aide les parrains, marraines à être encore plus efficaces en donnant de l'argent pour les projets. Elle rassemble ces données et elle en fait de très beaux articles, de très belles lettres qu'elle communique aux parrains et marraines. Elle fait ça depuis chez elle. Je vais vous confesser que je n'ai jamais rencontré physiquement cette personne. Par contre, on échange très régulièrement, on se voit en vidéo. Donc, c'est un mode de relation qui est, oui, très possible. On a un deuxième exemple, et j'en aurai 3 hein, en fait. J'ai un deuxième exemple à vous proposer. C'est un monsieur qui nous aide beaucoup sur des aspects très techniques autour de la base de données. Bon, ça ne vous parle peut-être pas. La base de données, c'est un énorme outil informatique qui nous permet de gérer les dons et les donateurs. Il se trouve que ce monsieur a des qualifications professionnelles. Il nous aide à nettoyer la base, à faire en sorte qu'elle marche bien. Une troisième bénévole qui peut travailler en région, c'est une bénévole qui est, je sais, avec nous aujourd'hui, Brigitte, et qui Bien témoigne très sûr, Brigitte, on la régulièrement. connaît, Brigitte. On la connaît bien, Brigitte, mais j'aime beaucoup rappeler l'action de Brigitte. Déjà, pour la remercier. 2, pour dire que oui, c'est très important et possible de se mobiliser dans sa commune pour collecter de l'argent. C'est le travail que fait Brigitte régulièrement, collecter de l'argent pour soutenir les projets et les enfants dans tous les pays dans lesquels Asmae est présent. Je ne veux pas forcer Brigitte à témoigner. Si elle le souhaite, vraiment Brigitte, faites-le, parce que c'est toujours un régal de vous entendre et surtout de voir l'efficacité hein, de votre action. Voilà 3 exemples qui j'espère, vont pouvoir faire nourrir des vocations de bénévoles pour Asmae. Et alors, parce que j'ai beaucoup de questions sur le bénévolat, notamment d'Anne-Marie qui demande comment elle peut faire pour aider. Qui est-ce qu'on contacte, Pierre, pour devenir bénévole chez Asmae? Alors, on va vous donner l'adresse email. Elle va s'afficher sur la dernière slide de ce PowerPoint. C'est l'adresse email du service donateur. Hein. N'hésitez pas à envoyer un email. Si jamais vous n'avez pas eu le temps
de copier cette adresse email sur le site internet d'Asmae. Vous retrouvez l'intégralité des renseignements, avec évidemment aussi le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous filer un petit coup de fil. On répond au téléphone. Voilà. Voilà, vous pouvez contacter Eulalie, vous voyez ses coordonnées qui s'affichent, on va les laisser un moment que vous ayez le temps de noter. Il y a Virginie également qui me dit qu'elle est data analyst, elle demande si elle peut aider. Pareil, contactez Eulalie On et elle vous embauche. donnera toutes les informations. Oui, oui. Virginie, des data analystes, on est très friands. Donc oui, on a besoin d'un coup de main. N'hésitez pas à nous contacter par mail, on vous répondra et c'est super. Et peut-être, je voudrais répondre à la question qui est posée concernant le Mali. On ne travaille plus au Mali depuis 2019-2020 et malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui de travailler au Mali pour les ONG dans l'absolu, euh, notamment pour les ONG françaises, dans un contexte où les questions de sécurité sont vraiment les challenges en matière de sécurité sont très très durs pour des ONG qui ne sont pas particulièrement entraînés au terrain humanitaire de conflit. Et je rappelle que ASMAE est une ONG de développement, donc on est, notre sujet c'est moins d'intervenir sur des terrains de guerre que sur des terrains de grande fragilité économique et sociale, même si il nous arrive d'intervenir parce qu'on s'adapte aux réalités de terrain. On intervient dans des contextes de conflits armés, c'est le cas au Liban, c'est le cas au Burkina Faso. Voilà. Mais le Mali, sont des problématiques de sécurité encore plus importantes. Très bien, merci Adrien. J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous disent bonjour sur ce chat. Si vous avez des questions, j'ai oublié de le préciser, peut-être que si vous êtes nouveau, vous ne savez pas, vous pouvez cliquer sur le petit onglet discuter et poser votre question par écrit ou sinon vous désactivez votre micro. Vous pouvez également nous la poser directement. Bonjour à David notamment, qui dit qu'il a choisi Asmae depuis un moment et qui continue de la soutenir. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce qu'il va être l'heure de nous quitter? Est-ce que vous voulez dire un mot pour conclure, Adrien, Pierre ou Jeanne-Véronique? Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je voudrais dire un très grand merci aussi à nos donateurs, donatrices, amis, sympathisants qui se sont connectés aujourd'hui, de nous donner du temps, en plus de nous soutenir, et dire un grand merci de la part de l'ensemble des équipes qui savent bien qu'elles peuvent agir parce qu'il y a des personnes qui se mobilisent, et aussi au nom du conseil d'administration d'ASMAE, qui est très sensible à la générosité de nos amis, sympathisants, adhérents, donateurs, donatrices. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, on est dans un contexte où on a besoin de vous, c'est important de le dire, et on espère pouvoir compter sur vous à la fois pour l'année 2025 et les années à venir, parce que ce sont les enfants qui en ont besoin. Merci beaucoup, Adrien, pour ce mot de la fin. J'en profite pour saluer David qui a envoyé plein de messages sur le chat et qui soutient Asmae ainsi qu'à Hulin et à tous les autres, à Brigitte évidemment qu'on embrasse comme à chaque fois. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Anne-Marie qui dit qu'elle va pas hésiter à vous téléphoner. Voilà, on a de nouveaux bénévoles. Je suis sûre qu'ils vont. Écoutez, alors La ligne là, de téléphone va plus sonner. sois. Je plus sois. Merci à tous et toutes. C'est extraordinaire. Vraiment, merci beaucoup. Vous allez avoir en replay l'enregistrement de notre webinaire. Comme ça, si vous avez des renseignements que vous n'avez pas eu le temps de noter et que vous souhaitez retrouver, vous pourrez l'avoir. Eulalie, qui est aux manettes de ce webinaire, va vous l'envoyer par mail dans l'après-midi ou demain. Voilà. Parfait, merci à tous et merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et Et merci à merci vous, à toi, Olivia. Olivia. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. À bientôt.